de deux pathologies bronchiques qui peuvent coexister. Donc, est-ce qu'il y a un lien bidirectionnel entre les deux maladies? Cette question va être répondue par Dr Trévéture qui va parler quel lien entre l'asthme et sommeil. À vous la parole. Par contre, j'ai besoin de code. Non, mais je crois que c'était un ordi perso de Zouahir. Il faut qu'on trouve Zouahir. Sinon, pas de code, pas de topo ou à là, mais... Ça y est. Donc, bonjour à tous, merci pour très content de revenir, comme maintenant tous les ans depuis un certain temps au Maroc, on change de ville, on visite. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des liens entre l'asthme et le sommeil. J'ai décidé de ne pas me focaliser que sur les apnées du sommeil. Ce sera un bon bout du chapitre, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses à raconter, parce que je pense que presque en introduction, ça fait longtemps que tous les pneumologues savent qu'il faut interroger un peu les patients sur leur sommeil. Et donc, j'ai trouvé cette revue qui vaut ce qu'elle vaut, je dirais, mais qui s'intéresse un petit peu à la fréquence des symptômes en fonction des différentes pathologies. Vous savez que là où on a le plus de risque de faire un événement cardiovasculaire en général, c'est le petit matin. Vous voyez par exemple que les crises d'épilepsie, c'est plutôt dans l'après-midi, mais vraiment, de façon un peu caricaturale, on a quand même pas mal de risques de faire des symptômes d'asthme plutôt la nuit. Et très vieux aussi, vous voyez, j'ai cherché de la vieille littérature de 71 où on nous montre effectivement que si les risques de mourir, notamment de l'asthme, c'est aussi la nuit que ça se passe, entre minuit et 8 heures du matin, que là il y a le plus de risques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais est-ce qu'on en fait grand-chose? On interroge nos patients, on essaie d'adapter les traitements, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'interactions assez intéressantes. Alors, un peu de physiopathologie, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'aggrave la nuit et de voir comment l'asthme peut aggraver effectivement aussi la qualité du sommeil. Je ferai aussi pas mal de diapos sur le SAS et l'asthme, et puis on parlera un peu de l'impact du traitement, parce que le traitement des apnées du sommeil peut modifier le pronostic des patients. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit sur la respiration? Globalement, vous savez qu'on respire moins bien la nuit. Alors, ça se passe très bien qu'on n'a pas de pathologie, mais on a une perte du contrôle on est totalement en mode automatique, on a une perte du contrôle cortical de la respiration, on est moins réactif vis-à-vis de l'hypoxie et de l'hypercapnie, l'activité musculaire baisse également, et finalement on va aussi donc ventiler à plus bas volume pulmonaire, la CRS va baisser, ce qui va participer, on le verra aussi peut-être, à générer un peu d'obstruction bronchique potentiellement. Et effectivement, si on se fait souffler par des petites fouets de façon régulière, soit que ce soit à des sujets sains, soit à des patients asthmatiques, en fait, là où on a, je dirais, le moins d'obstruction, c'est ce qu'on peut voir ici sur ce schéma, c'est dans l'après-midi. Il y a une espèce d'obstruction quasiment physiologique, parce que même sur le sujet sain, finalement, on a
les bronches semblent plus ouvertes dans la journée qu'au cours de la nuit. Et dans cette deuxième étude, vous voyez qu'on a soumis au cours de différents moments de la journée des sujets, alors c'est tout à sujet, mais des sujets allergiques, on les a soumis à leur allergène, à la poussière, et vous voyez que là où le VNS va baisser le plus, c'est effectivement pour des doses équivalentes d'allergènes, c'est la nuit que ça va baisser le plus. Donc il y a une vraie obstruction bronchique qui s'opère la nuit, une vraie obstruction et une vraie potentiellement inflammation bronchique, à nouveau des études déjà qui commencent à dater, où on s'est intéressé à des patients effectivement qui ont un asthme avec prédominance nocturne. On a fait des LBA, vous voyez, c'est pas très sympa, c'est genre également en LBA à 4 h du matin pour la beauté de la science, donc c'est un petit peu invasif, mais ce qui a permis de démontrer qu'effectivement il y avait une inflammation cellulaire la nuit chez les patients asthmatiques. Donc il y a de l'obstruction et il y a de l'inflammation bronchique. Alors quelles sont les hypothèses physiopathologiques? Effectivement, on sait que les bronches pourraient être bien ouvertes et ont aussi besoin d'être étirées. Il y a même des études qui montrent que le fait de soupirer, d'étendre un peu le poumon, ça permet de lever un peu, enfin d'ouvrir les bronches. Il y a potentiellement en rapport avec le décubitus le problème du RGO. On a plus à risque de faire du RGO la nuit, et vous savez que c'est un des éléments qu'on recherche dans les problématiques d'asthme. Impact de l'environnement, tous les gens qui sont plutôt allergiques à des allergènes plutôt domestiques, ils vont être beaucoup dans la journée, souvent ils sont dans un cadre professionnel ou autre ou à l'extérieur, et ils vont être beaucoup plus exposés dans la journée. Et puis impact direct du sommeil, alors il y a l'impact de l'horloge biologique. Vous savez qu'au niveau hormonal, c'est un peu complexe ce qui se passe sur le micronaire, mais notamment il y a une baisse de la cortisolémie la nuit. Je n'ai pas besoin de vous dire que les corticoïdes, les bronches aiment bien les corticoïdes, donc effectivement une cortisolémie plutôt naturellement basse la nuit peut participer à effectivement cette obstruction bronchique. Et puis je vous l'ai déjà dit, la nuit, la CRS est plus basse et le volume courant qui va être au cours de la nuit va être plus bas. On a moins des besoins métaboliques moins importants, donc on respire moins fort. Et ça, les bronches, elles aiment moins bien, elles aiment bien gonfler de façon régulière et de façon profonde. Alors, quel est l'impact de l'asthme, cette fois-ci, sur le sommeil? Ça a pu être largement étudié, alors sans surprise, je dirais, mais c'est bien de quantifier les choses. Lorsqu'on est asthmatique, on dort beaucoup moins bien. Vous voyez que lorsqu'on interroge, il y a ici pas mal de sujets sains à comparer à des asthmatiques, on a beau ajuster sur l'ensemble des facteurs de risque, plus de difficultés d'endormissement, des réveils précoces, une somnolence diurne, et donc une corrélation qui semble entre le nombre de troubles du sommeil et le nombre des symptômes d'asthme. Au niveau polysomnographique, qu'est-ce qui a pu être démontré? Et ça sera intéressant pour la deuxième partie du topo, que lorsqu'on fait une fois appareillé sur l'âge, le BMI et l'IH, il y a quand même des différences, plus de temps à s'endormir, mais surtout une diminution de proportion de sommeil, moins de sommeil lent profond, plus de sommeil lent léger. Et vous savez que les apnées surviennent surtout en sommeil lent léger, donc effectivement c'est très défavorable vis-à-vis des problématiques de l'asthme. Pas de différence globale sur le temps de sommeil total. Et puis tout ça fait qu'il y a beaucoup de plaintes d'insomnie dans cette population. Si vous interrogez les patients avec asthme sévère, si vous leur faites passer de nombreux questionnaires, dont le questionnaire EASY, qui est le questionnaire de l'importance de l'insomnie, vous voyez que presque plus d'un tiers des patients asthmatiques sévères présentent vraiment tous les critères un peu diagnostiques de l'insomnie, versus à peu près 10%, c'est déjà important, l'insomnie en population générale, mais vous voyez que ça augmente. Et si vous regardez, comparez des patients asthmatiques, insomniaques asthmatiques par rapport à des asthmatiques seuls, ils ont un contrôle globalement de la maladie qui est moins bon, plus de recours à des services d'urgence et plus de symptômes en général. Et une étude que j'aime bien, une étude cette fois-ci interventionnelle, à nouveau on a pris des études des adolescents asthmatiques, et cette fois-ci on a fait une étude contrôlée interventionnelle, on les a privés de sommeil. Vous voyez, ça c'est le sommeil normal d'un adolescent qui a plutôt tendance à dormir longtemps, c'est-à-dire 8 heures. Et à côté, on va dans un autre groupe priver les adolescents de 2 heures de sommeil, et vous allez voir qu'il y a vraiment des répercussions fonctionnelles. Si vous faites psycher les adolescents, vous allez avoir une vraie obstruction qui va se majorer lorsque vous privez les gens de sommeil. Donc il y a vraiment une interdépendance qui est vraiment intéressante. C'est important pour un asthmatique de bien dormir.
vous imaginez les problématiques de temps de sommeil actuellement chez les adolescents, notamment avec l'exposition aux écrans. Donc il y a un vrai combat à mener chez tous les adolescents, mais en particulier, vous voyez, chez l'asthmatique, ça peut être source d'obstruction d'un cycle. Au lieu d'augmenter les charges thérapeutiques, soignons les sommeils des patients adolescents et peut-être qu'ils s'y porteront mieux. Donc voilà, c'était un peu pour l'asthme et le sommeil, je dirais en général, et puis je vais plus parler un peu des apnées du sommeil et de l'asthme. Il y a des publications qui sont assez nombreuses, qui commencent peut-être à dater un petit peu, mais que je vais vous montrer quand même. Il y a eu énormément d'études épidémiologiques pour voir effectivement est-ce qu'il y a plus d'asthme chez les patients apnéiques et vice-versa. Effectivement, lorsqu'on regarde chez les asthmatiques, on a l'impression que la prévalence des apnées du sommeil est très importante, pratiquement la moitié des patients asthmatiques. Et puis même ajusté, le risque relatif d'avoir ça, c'est, vous voyez, 2,6, qui est vraiment important. Ça, c'était dans des études transversales en prévalence. En incidence, dans une des cohortes principales américaines, la cohorte du Wisconsin, dans cette cohorte, c'est une cohorte épidémiologique en population générale, on a répété plusieurs examens en plusieurs années d'intervalle, et là, ils se sont intéressés est-ce que le fait d'avoir un asthme à un temps T augmente le risque de développer des apnées du sommeil ici par exemple dans les 4 ans à venir. Et effectivement, ils ont retrouvé que même après ajustement sur les autres facteurs confondants, le fait d'être asthmatique, ça a augmenté le risque effectivement de développer un certain nombre d'apnées du sommeil futures. Il y a aussi une association entre la sévérité des apnées du sommeil et la fréquence des exacerbations. Alors, un risque relatif qui est très important non ajusté, qu'on relativise un peu parce qu'il y a quand même des facteurs confondants qu'il ne faut pas négliger. Alors, vous savez que l'obésité est un facteur aussi de sévérité de l'asthme, et donc effectivement, lorsqu'on ajuste, on retrouve un risque relatif plus raisonnable à 1,3, mais quand même une tendance à une corrélation entre l'index d'apnée et la fréquence des exacerbations chez les asthmatiques. Globalement, un impact sur le contrôle de l'asthme, effectivement. Un patient qui a un asthme et des apnées du sommeil, alors aussi que exclusivement sur des questionnaires, ce n'est pas sur des analyses extrêmement polysomnographiques ou sur des spirométries ou sur des questionnaires. On avait l'impression qu'effectivement, le fait d'avoir un SAS augmenté de presque 3, le risque d'avoir un asthme mal contrôlé, y compris après ajustement. Alors, quels sont les liens physiopathologiques? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Première hypothèse, tout ce qui fragmente le sommeil et qui le rend plus léger, notamment l'asthme, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, tout ce qui privilégie le sommeil léger, N1 et N2, et qui va diminuer le N3, on ne fait presque jamais d'apnée en N3, donc ça va participer effectivement au fait de générer des apnées du sommeil. Toute instabilité ventilatoire, effectivement, le fait d'avoir une obstruction qui va être variable au cours de la nuit va favoriser l'instabilité ventilatoire et potentiellement favoriser les apnées. Alors, est-ce qu'il y a un impact du traitement de l'asthme sur les apnées du sommeil? Il y a des hypothèses, alors c'est souvent des petites études avec peu de sujets, mais il y a notamment quelqu'un du Wisconsin, justement, Madame Theodorescu, qui, vous voyez, c'est toujours elle qui est citée, qui a énormément travaillé sur l'association apnée du sommeil et asthme, et qui a pu retrouver que les corticoïdes pouvaient peut-être induire une espèce de myopathie pharyngée. On sait que les muscles n'aiment pas les corticoïdes, donc à force d'utiliser quotidiennement pendant des années des corticoïdes inhalés, c'est hypothétique, mais peut-être une sorte de myopathie pharyngée qui pourrait participer à l'obstruction, ce qui fait que ça augmente effectivement, les corticoïdes pourraient augmenter la rhonchopathie, l'endurance du génioglosse, et globalement participer à une certaine infiltration graisseuse autour du cou qui pourrait justement expliquer cette association. Et à l'inverse, est-ce que le SAS peut potentiellement aggraver effectivement le profil des patients asthmatiques? C'est pareil, vous avez toujours la même personne qui est citée, qui a retrouvé qu'il y avait peut-être plus d'inflammation au niveau des bronches des patients asthmatiques et apnéiques, et plus de remodelage bronchique. Cette fois-ci, c'est Camille Taillé et de Duchat qui a travaillé dessus. Alors, quelles sont les hypothèses? C'est peut-être cette fois-ci les contraintes mécaniques chez les apnéiques qui pourraient générer un peu d'inflammation. Le principe de l'apnée, c'est qu'on essaye de respirer à gorge fermée, ce qui fait qu'on va induire une modification de pression importante au niveau intrathoracique, ce qui pourrait
effectivement participer à cette inflammation, ou bien encore le cycle d'hypoxie réoxygénation, là c'est surtout retrouvé chez l'animal. Et donc effectivement on a l'impression d'être bien bidirectionnel, l'asthme pourrait aggraver les apnées pourraient peut-être aggraver l'asthme, et puis surtout, je vous en ai déjà un peu parlé, il y a quand même des comorbidités ou des facteurs de risque qui sont plus ou moins communs, entre, il faut citer bien sûr l'obésité, qui va être vraiment un peu le principal facteur à prendre en compte chez ces patients-là, le reflux gastro-œsophagien, je vous en ai déjà parlé, effectivement, qui peut à la fois déstabiliser l'asthme, mais qui peut être présent de façon plus fréquente chez les patients apnéiques, et puis la rhinite chronique. Et un des messages, mais on verra à la fin, il s'agit surtout d'essayer de prendre en charge toutes ces comorbidités indépendamment. Il ne faut pas trop attendre ni du traitement de l'asthme, ni du traitement des apnées, mais essayer de vraiment prendre en charge les personnes dans sa globalité. Alors, quel est l'impact, cette fois-ci, pour terminer, de la PPC, voire de la VNI chez l'asthmatique? Alors, en théorie, on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une diminution, enfin, c'est une vérité, il y a une diminution de la variation de la pression intrathoracique. Si on met la PPC, on lève l'obstruction pharyngée, il y a toutes ces variations de pression, arrêt des cycles hypoxie-oxygénation, et surtout amélioration de la qualité du sommeil. S'il y a bien une chose dont on parle relativement peu, c'est un peu dommage parce qu'elle est tellement démontrée de longue date, mais c'est que la PPC améliore la qualité du sommeil. Et diminue cette fois-ci le M1, M2, augmente le M3, augmente le sommeil paradoxal, enfin tout ce qui est bénéfique pour le sommeil est amélioré par la PPC. Et alors il y a des hypothèses, il y a des études qui sont assez rigolotes, je trouve. Parfois on essaye de montrer que la PPC ou la VNI pourrait aider pour d'autres raisons que l'obstruction pharyngée. Alors, vous savez que la PPC ou la VNI sont utilisées dans d'autres indications. La PPC, on l'a déjà utilisée pour des OAP en aigu. Enfin, il y a eu d'autres choses qui ont été utilisées. Et là, il y a eu des hypothèses étaient que si on augmente la CRS, si vous soufflez en permanence dans les voies aériennes de quelqu'un, c'est comme souffler dans un ballon de baudruche, vous allez toujours augmenter son volume pulmonaire la nuit en permanence. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, on pense que les bronches, elles aiment bien être à plus grand volume pulmonaire, plus grande CRS. Et donc, ça pourrait avoir un effet bronchodilatateur, et c'est comme ça aussi que vous allez voir, il y a eu des effets thérapeutiques qui ont été menés avec la ventilation non invasive, même chez des patients qui n'en avaient pas besoin. Donc, exclusivement chez des patients obèses asthmatiques, on s'est dit, si on étire régulièrement leurs poumons, parce qu'on va souffler plus fort à chaque inspiration, on va peut-être améliorer le contrôle de l'asthme. Sans vous dire la suite, malheureusement, ça n'a pas aussi bien marché que ça, mon hypothèse était celle-ci sur des bases physiologiques. Alors, une étude qui commence à dater aussi, mais que je trouve assez amusante, alors on en fait ce qu'on veut, mais l'impact de la PPC sur le reflux gastro-œsophagien. Vous voyez, ici, sans traitement et avec traitement, quel que soit ce qu'on prend comme indice de reflux gastro-œsophagien, la PPC marche très bien. On a l'impression que vraiment, voilà, est-ce que c'est en donnant les apnées, vous allez voir que ce n'est pas l'hypothèse principale, parce que ce qui est assez amusant dans le même article, c'est que chez les patients non apnéiques, ça marche tout aussi bien. On a l'impression que la PPC pourrait être, je ne sais pas, peut-être remplacer les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement mécanique, si en soufflant, finalement, lorsqu'on souffle, l'objectif c'est au niveau de la gorge, mais après la gorge, il y a à la fois la trachée, mais il y a aussi l'œsophage. Est-ce qu'on souffle ou est-ce qu'on stimule des récepteurs qui font qu'il y a un sphincter qui se contracte mieux? Il y a quelques hypothèses comme ça, mais en tout cas, la PPC semble être assez efficace sur le reflux gastro-œsophagien, indépendamment de la présence des apnées. Voilà, même sur des sujets non apnéiques. Après, c'est des critères un peu plus durs. Alors, j'ai un peu résumé. Il y a surtout quand même des études observationnelles. Vous savez que c'est un des problèmes dans les apnées du sommeil. Enfin, il y a quand même des randomisés qui sont quand même apparus surtout dans le domaine cardiovasculaire. Mais pour ce qui est des maladies bronchiques, on doit se contenter, je dirais, des études observationnelles ou des études contrôlées mais non randomisées. C'est-à-dire, effectivement, des études prospectives où on a proposé à des patients asthmatiques et avec apnée du sommeil d'utiliser la PPC pendant plusieurs semaines et de regarder l'impact sur, d'une part, le contrôle de l'asthme, et d'autre part, bien sûr, sur les symptômes qui sont en rapport avec le sommeil. Alors, si on s'intéresse aux études non randomisées, plus ou moins contrôlées, j'ai mis, c'est soit juste observationnel, c'est-à-dire on continue de faire comme on faisait habituellement dans sa pratique clinique, mais on regarde, on enregistre les paramètres, ou contrôlé, on met dans le cadre de l'étude une PPC, et bien on a l'impression qu'il y a quand même une amélioration du contrôle de l'asthme, de la qualité de vie en rapport avec l'asthme, une diminution du nombre d'exacerbations, peut-être du NO exhalé.
Là, on n'a jamais vraiment réussi à démontrer quoi que ce soit, c'est sur le fonctionnel. Si on fait des spirométries, on ne va pas améliorer le VMS sur CV ou bien encore le VMS. Et l'impact assez discuté, il y en a qui sont amusés à regarder l'hyperactivité bronchique, c'est-à-dire le fait d'exposer effectivement les gens à la métacoline, voir si on améliorait les choses avec la PPC. Et comme malheureusement, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est un peu la réalité des choses, il n'y a pas que dans le domaine du sommeil que ça existe. Les observationnels, on trouve des effets positifs, et quand on est à faire des randomisés, ça devient plus compliqué. Alors, il y en a très peu, vous voyez, j'en ai juste trouvé 3. Je sais qu'il y a un essai en cours qui a l'air d'être un peu plus costaud pour essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on soit la PPC, en gros, est-ce que la PPC est un petit traitement de l'asthme? Alors, je pense qu'on peut raisonnablement, ça va être un peu la conclusion, répondre que non. C'est la PPC, ça reste un traitement d'amélioration de la qualité du sommeil chez les gens qui ont des plaintes en rapport avec le sommeil, parce que, en soi, le fait d'utiliser la PPC, dans une étude randomisée, lorsqu'on compare par rapport à un placebo ou des soins courants, en gros, on a du mal à montrer autre chose qui améliore justement la qualité du sommeil, mais rien sur le contrôle de l'asthme, rien sur le NO exhalé, sur l'hyperactivité bronchique, les EMS, les symptômes en rapport avec l'asthme. Globalement, les 3 études qui ont plus ou moins approché cette question, même si celle où il n'y a que 37 patients, c'est celle qui est vraiment la plus proche d'un essai randomisé qui chercherait à répondre à cette question. Il ne se passe rien sur le contrôle de l'asthme. Donc vous voyez, voilà, c'est comme dans le cardiovasculaire, on a des études observationnelles qui nous disent oui peut-être, derrière des randomisés qui nous disent sûrement plutôt pas. Donc on va rester sur un doute, alors qu'il faut quand même qu'on continue d'avancer. Donc je pense qu'il faut garder en tête que l'asthme est notamment une maladie du sommeil. Donc ce qui est important bien sûr, c'est bien d'interroger les gens sur leurs symptômes nocturnes, mais plus largement sur la qualité du sommeil. Et je pense que vraiment, il y a une lutte qui s'installe. Vous savez qu'en France, maintenant, il y a un plan interministériel pour améliorer la qualité du sommeil de la population en général. C'est vraiment, je pense, à la fois sur la qualité et la quantité du sommeil qu'il faut se battre. Je reviens à l'étude sur les adolescents. Je pense que c'est un des combats des docteurs maintenant de ça. C'est vrai qu'il y a une quantité de sommeil suffisante. Est-ce qu'il faut dépister le SAS? Est-ce qu'il faut chercher, je n'aime pas trop le mot de dépistage du SAS chez les patients asthmatiques? Alors, c'est là où il faut qu'on soit bon clinicien. S'il a vraiment des symptômes fortement évocateurs avec une répercussion soit sur la qualité nocturne ou sur la qualité du sommeil ou sur des répercussions diurnes, somnolence au premier plan, mais on ne sait toujours pas très bien quoi faire de l'asthénie, là, il est peut-être utile effectivement de rechercher un syndrome d'apnée du sommeil. Pour moi, le message, ça serait qu'effectivement, si on a ces symptômes, et si on retrouve effectivement à l'enregistrement un syndrome d'apnée du sommeil, on essaye un traitement. En gros, si ça marche, si ça améliore la qualité de vie, on continue, mais il ne faut pas aujourd'hui trop attendre de ce traitement par PPC sur le contrôle de l'asthme. Voilà, pour moi aujourd'hui, effectivement, l'intérêt d'un dépistage systématique du SAS chez les patients asthmatiques aujourd'hui, que ce soit par des enregistrements ou les questionnaires. Les questionnaires, ceux que vous connaissez, les Berlin ou autres, ils ont leurs limites aussi, où la place des symptômes n'est pas assez développée dans ces questionnaires, donc je pense que c'est plutôt notre sens clinique qui doit nous permettre de savoir chez qui proposer des enregistrements. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci M. Tépézier pour cette communication très exhaustive. Donc, je donne 5 minutes à la salle pour quelques questions à poser avant de passer à la deuxième conférence. Micro, s'il vous plaît. D'apnée du sommeil et de l'apnée, je pense qu'il y a un point essentiel qu'on oublie dans la prise en charge, c'est celui de l'allergie. L'allergie est un point clé pratiquement parce que chez les asthmatiques, leur problème c'est beaucoup plus les diminutions de débit nasaux.
Et quand on fait un enregistrement polyphénographique, on trouve qu'il y a des diminutions de débit nasal, et le débit nasal, c'est celui qui va entraîner des micro-IV, et les micro-IV vont engendrer du trouble du sommeil. Donc je pense qu'il est très important de s'occuper d'abord du nez, parce que chez l'asthmatique, il est très très important, et chez l'apnéique aussi, il est très très important. Voilà, parce qu'on donne beaucoup plus d'importance à l'index d'apnée du sommeil, mais on oublie qu'il y a quand même les diminutions de débit nasaux qui sont très très importantes. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'asthmatique, il faut avant tout traiter, effectivement, ce n'est pas l'objet du topo, mais de traiter l'asthme, et dans le traitement de l'asthme, le nez est essentiel, bien entendu. Merci pour votre communication. Alors, ma question concernant les caractéristiques inflammatoires des patients qui ont l'association asthme avec le SARS. Est-ce qu'il y a des études qui ont caractérisé sur le plan endoscopique le profil éosinophilique versus éosinophilique chez des patients avec un syndrome d'apnée chronique? J'en ai trouvé de récent, ce que je vous ai montré comment s'adapter, et on n'était pas encore tellement, vous voyez, dans ça n'apparaît plus. C'était en 91, on n'était pas encore dans les PH2, pas PH2, c'était il y a plus de 7 ans. Et donc, effectivement, alors là où ils ont regardé, effectivement, chez les patients qui avaient un profil nocturne, est-ce qu'il y avait plus d'inflammation? Alors, ce qui sortait au premier plan, c'était les neutrophils, un peu moins les éosinos. Donc, je pense que, quand même, on a l'impression que l'association asthme et ça, c'est plutôt le profil neutrophilique. Ce n'est pas forcément celui qui répondra le mieux. C'est celui du profil des patients obèses, et c'est peut-être pas celui qui répondra le mieux au nouveau traitement. Mais voilà, alors, vous avez plus la diapo, mais il y a différents types de patients. C'est plutôt dans ce sens-là, mais ce n'est pas une règle absolue. Il y a aussi des patients avec des augmentations fortes des éosinophils de la nuit. Et là, on peut se poser la question, même si effectivement, ça commence à dater. Et comme je le disais, faire des LBL à 4 h du matin pour la beauté de la science, il faut trouver des patients qui veulent bien l'accepter. Bon, aujourd'hui, on a d'autres techniques. Le NO exhalé, je pense qu'il y aura des choses à faire plus intéressantes dans un suivi. Concordant, parce que déjà le profil neutrophilique, c'est le profil qui est difficile à contrôler dans cette situation. Un profil du défaut. S'il vous plaît, est-ce que l'association asthme et SARS a une relation avec l'âge du patient? Et deuxièmement, est-ce que la fréquence de l'association SARS et asthme est la même que SARS et tout chronique, non asthmatique? Alors, par rapport à la première, de toute manière, je pense que très souvent, ce qu'on trouve, c'est plutôt une association effectivement avec le BMI. Cette association, ce n'est pas le cas du sujet jeune ou de l'adolescent, effectivement. C'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver chez des personnes plus âgées, plus en surpoids. Donc, voilà, une fois de plus, on rejoint un peu la question d'avant, c'est plutôt le profil un peu obèse à notre profil. Et par rapport à la toux, je dirais que je pense que cette association reste assez, je pense, débattue. Alors nous, moi je me suis intéressé à l'association toux et SARS parce que j'ai l'impression que ça marchait assez fort. C'était décrit sur des petits essais quatrièmement, etc. Et nous, dans notre corps des Pays de la Loire, on a pu regarder avec un collègue de Toulouse, en 10 minutes, qui s'occupe de la toux. À notre grande surprise, on n'a rien trouvé du tout comme association. Pas d'association entre les tousseurs et les tousseurs. Chez les apnéiques et chez les apnéiques, on n'a pas trouvé plus de tout. Alors, ce qui est bizarre, c'est que de temps en temps, la PPC fonctionne. Mais alors, comment on explique? Une des hypothèses qu'on avait, c'est qu'effectivement, la PPC, elle a d'autres vertus que celle de gommer les apnées. Et une des hypothèses, c'est ce que je vous ai montré, c'est que l'association entre le RGO et la toux est bien connue. Alors, de là à dire qu'il faut mettre des PPC à tous les tousseurs, bien sûr que ce n'est pas du tout le message, mais c'est complexe l'association entre cette toux et ces SARS. Et puis nous, finalement, ce qui est aujourd'hui la plus grosse cohorte de patients où on a cherché cette association, on ne l'a pas trouvée. Donc elle n'est pas si forte qu'on croyait précédemment. Merci. On est déjà à 5 minutes de discussion. Je passe tout de suite la parole au deuxième conférencier, le docteur Rousset, pour nous parler de la pollution et l'essence. Vous avez 20 minutes et 5 minutes pour la discussion que vous prenez la parole.